Vers une presse sans journalistes, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans votre grande table des idées. Très critiqués pour leur traitement médiatique des Gilets jaunes, les médias n'auraient pas joué leur rôle. Les médias seraient de parti pris, au service du pouvoir, déconnectés de leur base, loin du terrain. Les journalistes ne seraient plus les interprètes de la société, ni un contre-pouvoir solide et nécessaire. D'une presse pluraliste, d'une grande famille, on serait passé au parti unique des médias. Alors derrière la défiance actuelle, dont atteste d'ailleurs le 32e baromètre de la confiance des Français dans les médias réalisé par Kantar pour La Croix, il y a derrière cela une profession en crise, en tout cas en pleine mutation. Vu de l'intérieur, c'est justement la situation de la presse qu'il analyse dans ses Cons de journalistes qui paraît chez Max Milo. Journaliste, photoreporter, son auteur Olivier Goujon est notre premier invité. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, le sociologue Olivier Pilmis, chargé de recherche au Centre de sociologie des organisations, auteur de L'intermittence au travail, une sociologie des marchés de la pige et de l'art dramatique, intermittent dramatique, chez Economica, ou comment composer avec l'incertitude. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Pitrel, qui est à ma droite, journaliste à SoPresse, c'est-à-dire Society, SoFilm, SoFoot, un groupe fondé et dirigé par Franck Hanès, notre partenaire aussi dans cette émission. Bonjour à vous, Thomas Pitrel. Bonjour. Vous êtes avec moi pour interroger nos invités, mais peut-être aussi pour témoigner, parce que le groupe dans lequel vous travaillez, auquel vous appartenez, entre guillemets, a une manière bien particulière de fonctionner et pourra aussi, par son modèle, peut-être nous éclairer. Alors, qui sont ces cons de journalistes, Olivier Goujon? Est-ce que derrière ce terme, est-ce que vous abritez sous cet idiome unique toute une communauté assez homogène? Non, alors d'abord la communauté est loin d'être homogène, et puis ce qu'on désigne souvent dans l'opinion publique par les journalistes, ça renvoie beaucoup plus précisément à une, alors certains disent élite, moi je ne dis pas élite, mais enfin à une micro-corporation de 200 à 300 personnes qui sont, et encore peut-être 200 personnes qui sont essentiellement des éditorialistes. Et c'est ça que l'opinion publique dit quand elle parle des journalistes. Ces cons de journalistes, alors mon titre est ironique évidemment, mais ça renvoie d'abord à un parler populaire et puis donc à une conception un petit peu radicalisante. On dit souvent ces cons de, quand on parle de métier, qu'on est souvent persuadé qu'on ferait mieux que son voisin, alors politicien, ailier gauche, journaliste, enfin. Et puis ces cons de journalistes, ça renvoie également à la faute des journalistes. Alors là, je caricature en disant les journalistes, mais on n'a pas vu venir tout un tas de problèmes qu'on aurait dû gérer bien en amont. La prégnance de la communication, la précarisation, enfin voilà, je pense qu'on va y revenir. Allez-y tout de suite. Du coup, ça, ce sont les causes de la crise que vous semblez avoir identifiées. Vous l'écrivez, mon métier meurt et je veux bien mourir avec, mais pas comme un con. On y revient. Quelles sont donc pour vous les causes de la crise? Alors d'abord de la défiance peut-être, et puis après on va parler ensemble aussi de la crise de la presse, crise économique, s'il en est. Alors oui, d'abord c'est le bon diagnostic, la crise de confiance, c'est l'aspect le plus grave de la crise du journalisme. Ça se traduit, vous l'avez dit, dans les enquêtes, on a vu le baromètre de La Croix, ça se traduit également dans, par exemple, le classement de la France au niveau, RSF publie un classement chaque année de la liberté de la presse. Il y a encore quelques années, on l'a oublié, mais on était 10e, là on est 30 ou 40e, enfin 35e je crois. Donc ça identifie clairement une crise de confiance. Cette crise de confiance, qu'on le veuille ou non, l'une des raisons essentielles, matricielles, c'est le fait que la presse française appartient à 9 ou 10 milliardaires qui possèdent 89 ou 90% des médias. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire il y a toujours eu des patrons dans la presse, il y a toujours eu de l'argent dans la presse, mais aujourd'hui on est arrivé à une situation de concentration extrême qui dans l'opinion publique passe très mal, et ça crée de la défiance, quoi. En quoi ? C'est-à-dire que l'opinion publique peut imaginer naturellement que, vous savez, même en 2019, et même quand on parle d'une presse affaiblie, un journal, c'est encore du pouvoir. Et donc, l'opinion publique imagine facilement, et parfois à raison, parfois à tort, enfin je ne me prononce pas là-dessus, qu'on peut manipuler les médias à des fins ou commerciales, ou politiques, ou
financière, économique, enfin voilà, quoi. Est-ce que ces changements de propriétaire, Olivier Pilmis, ont, à vos yeux aussi, d'après vous, transformé en profondeur aussi le modèle, le salariat qu'on peut trouver dans les médias aujourd'hui et dans la presse? Alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui est réellement imputable au changement de propriétaire par rapport à des tendances plus longues. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas de la pige et des pigistes, qui est le cas que je connais le mieux, en fait, on observe une augmentation du nombre de pigistes depuis, en gros, le début des années 80, qui aboutit finalement, pour le dire très rapidement, à une dégradation des revenus, par ailleurs à une transformation des conditions d'exercice de la profession, qui vont dans le sens, par exemple, d'une accélération des rythmes, etc., à une dégradation objective de l'accès aux droits sociaux. Par exemple, on se faisait la remarque avant d'entrer en studio qu'il n'y avait pas plus tard qu'aujourd'hui une tribune qui avait été publiée dans Libération d'un ensemble de collectifs de pigistes et d'une série de personnes qui signalent des problèmes existants aujourd'hui dans le cas des pigistes. Et ce qui est intéressant, c'est que je me disais que lorsque je faisais ma thèse, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, exactement la même tribune aurait pu apparaître avec exactement les mêmes termes. Preuve que de ce point de vue-là, en tout cas, à minima, la situation n'a pas changé, au sens où, en tout cas, ne s'est pas améliorée, pour dire le moins. Une tribune qui est apparue hier, effectivement, dans Libération, revenue en baisse, retard de paiement. Après ce hashtag Paye ta pige, il y a ce collectif de journalistes pigistes qui appelle dans Libération les entreprises de presse au respect de leurs droits. Thomas Pitrel, vous l'avez signé ou vous appartenez à l'un de ces collectifs? Alors, je n'appartiens pas à un de ces collectifs pour la bonne raison que je ne suis plus pigiste depuis un peu plus de 4 ans, mais je l'ai été quand même pendant les 5 ou 6 premières années de ma carrière de journaliste. Alors après, j'ai relayé cet appel, parce que moi, c'est assez intéressant, parce que ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que moi, en gros, j'ai commencé, je suis journaliste depuis environ 10 ans, et j'ai jamais connu autre chose que cette situation, en fait. Enfin, souvent on me dit la situation s'est dégradée, etc. Oui, effectivement, je pense que c'est de plus en plus dur. Mais le fait est que moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail du journalisme, c'était déjà à peu près comme ça. Et j'entendais les témoignages des gens qui étaient journalistes depuis plus longtemps et qui me disaient avant, c'était mieux avant, en gros. Je pense que la situation dans laquelle sont les jeunes journalistes, on va dire, aujourd'hui, en fait, ils ont même plus vraiment la possibilité de se poser la question, parce que c'est comme ça et pas autrement, en fait. Et j'ai du mal aujourd'hui à savoir comment la situation pourrait s'inverser. Je suis pas totalement sûr que ce soit en plus à cause de la concentration des propriétaires, parce que je me dis que s'il y a que 9 milliardaires qui possèdent l'essentiel des médias, c'est peut-être aussi parce que les gens lisent plus la presse, enfin, les chiffres de vente de la presse sont extrêmement bas, et que du coup, pour faire vivre un titre de presse tous les jours, il faut avoir énormément d'argent à perdre d'une certaine manière. Ou alors, c'est évidemment pas la seule raison. Il y a d'autres facteurs. Je disais juste, que ça crée naturellement de la défiance dans l'opinion publique. Ou alors peut-être aussi parce que l'union ferait la force. C'est un peu les mots d'un nouvel entrant dans ce monde-là, l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, qui est en train de reprendre et a repris une partie des journaux de la presse française. Écoutez. L'idée d'investir en France, dans la presse, est une idée qui est bonne. C'était justement une décision complètement citoyenne. Une partie très importante de débats futurs qui vont influencer la presse n'est pas un débat qui se passe au niveau d'un pays, mais qui se passe au niveau européen. Vraiment, il nous faut une régulation de GAFA beaucoup plus juste. Cette lutte ne peut pas se mener à partir d'un pays qui est petit. Il faut vraiment une coopération internationale. Et pour moi, intuitivement, le premier partenaire, pour des raisons émotionnelles et aussi partiellement pratiques, c'est la France. Dans le cas de Lagardère, aussi le côté industriel médiatique est très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail
que la presse Lagardère peut faire. Ce sont des très grandes marques, on parle de Elle, de Télé 7 jours, ce sont des journaux très identifiés en Absolument. France. Vous garantissez là devant moi l'indépendance de tous les journalistes français des groupes, des journaux que vous êtes en train d'acheter? S'il y a un point vraiment très très fort de notre côté, c'est l'indépendance. L'indépendance est garantie pratiquement par le point suivant. Premièrement, on n'a pas des activités économiques importantes en France. Donc il n'y a pas un conflit d'intérêts. Ça peut changer. Parce qu'on peut s'imaginer que là, vous achetez de l'influence, vous allez connaître tout le monde. Voilà. Je vais vous dire pourquoi pas. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est ça. La réalité, c'est ça. Bon, on n'a pas entendu le pourquoi pas et son explication de savoir si ça va le poser aussi comme un influenceur dans d'autres secteurs en France et notamment peut-être celui de l'énergie. Olivier Goujon, Daniel Kretinsky, qui d'abord a racheté l'hebdomadaire Marianne, qui ensuite a pris des parts dans le journal Le Monde, celle du banquier d'affaires Mathieu Pigasse, qui a aujourd'hui ouvert des négociations avec Lagardère pour reprendre certains de ses titres emblématiques. Quelle question ça pose pour vous, l'arrivée comme ça d'un nouvel entrant? Qu'est-ce que ça souligne? Que le mouvement de concentration se poursuit? Oui, mais enfin bon, au-delà de ça, j'allais dire lui ou un autre, il a posé la question de la liberté de la presse. Il a dit dans mes rédactions, voilà, tout le monde sera libre et puis on pourra écrire ce qu'on veut. Ça, c'est une déclaration d'intention que font tous. Je veux dire, Robert Hersan faisait déjà ces déclarations-là, puis on sait que... Mais bon, si vous voulez, entre ce constat-là et puis la réalité dans les rédactions, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'autocensure a gagné du terrain et des interfaces autrefois rugueuses de rédaction en chef sont devenues... alors, il y a des exceptions. J'essaye de prendre un peu de distance par rapport à la situation, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous à la même enseigne. Mais ces interfaces un peu rugueuses de rédaction en chef ont disparu au profit de rédactions en chef qui sont souvent des courroies de transmission entre l'actionnaire et la rédaction. Et la rédaction ne se sent plus très souvent protégée. Donc ça a deux conséquences. La première chose, c'est que ces courroies de transmission qui sont devenues les rédactions en chef ne protègent plus leur rédaction et ne résiste plus à l'actionnaire. Et l'autre conséquence, c'est que les journalistes eux-mêmes ne se sentent plus en capacité de faire des propositions qui peuvent être dérangeantes à l'intérieur de rédaction. Clairement, en conférence de rédaction, amener un sujet qu'on sait être délicat par rapport à l'actionnaire, c'est difficile parce qu'on va se sentir seul le jour où on aura un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance dans la rédaction en chef comme on avait confiance autrefois. C'est un autre aspect important. Et ça peut empêcher effectivement des liens de se tisser, liens sur lesquels vous insistez aussi dans vos études, Olivier Pilmis, qui quelque part réduisent ou disons sont comme des coussins par rapport à la précarité des journalistes pigistes. Parce que vous montrez que beaucoup sont fidèles aussi à des rédactions et même s'ils n'en sont pas salariés directement sous la forme d'un CDD ou d'un CDI, avaient noué des liens de confiance avec leur rédaction et leur employeur jusqu'ici. Oui, tout à fait. L'expression de coussin que vous avez employée est extrêmement juste en fait, parce que c'est un peu comme ça que ça se présente, si je veux le dire un peu rapidement. C'est que l'un des enjeux de ce bouquin et de cette enquête, c'est justement de voir comment on arrive à juguler finalement cette précarité qui semble a priori nécessairement associée à des statuts du type pigiste ou CDD, parce qu'on parle beaucoup des pigistes, mais l'un des événements assez marquants des dernières années, si on regarde en tout cas les données de la commission à la carte de presse, sur laquelle on pourrait revenir par ailleurs, et relève plutôt de l'explosion des CDD lors de la période récente. Mais donc oui, en tout cas, l'un des éléments qui permet finalement de juguler cette précarité revient quelque part à instiller de la certitude ou de la régularité ou de la stabilité dans des relations d'emploi, qui fait en fait finalement que tout ceci ressemble assez vite à des sortes de quasi-rédactions, incluant généralement, mettons, un chef de rubrique ou un chef de rédaction ou un directeur de rédaction, selon les termes employés ici ou là, qui, entre guillemets, a fidélisé un groupe de pigistes et avec lesquels, potentiellement, il peut partir aussi à un moment donné. Mais à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui est plus vertueuse, on va dire, que celle qui, malgré tout, demeure le lot commun, soyons bien clairs, du pigiste qui doit voguer de pige en pige, de commande en commande, de rédaction en rédaction, dans le cadre de liens qui, quant à eux, sont des liens éphémères, instantanés, qui n'appellent pas
particulièrement d'avenir. Olivier Goujon, vous repartez juste dans ce livre, Ces contes journalistes, beaucoup de votre propre expérience. Vous avez fait et réalisé énormément de reportages à l'étranger en partant comme indépendant, c'est-à-dire pas directement missionné par une entreprise de presse, financé pour beaucoup de vos voyages sur vos propres deniers. Est-ce que ces liens de fidélité avec certaines rédactions, vous les avez quand même connus et trouvés? Est-ce que ça, c'est en train de changer? Alors oui, je les ai connus. Ce que dit Olivier est très juste. Je veux dire très vite que je me suis appuyé pour certains chapitres du livre sur les travaux d'Olivier Pilmis qui sont sur la précarité et sur cette prolétarisation du tertiaire culturel qui sont essentiels. Oui, cette situation, je l'ai connue. Moi, je proposais, mon expérience a été celle d'un reporter. Ma légitimité sur le sujet, c'était celle du témoignage, celle de l'expérience de mes collègues et celle de l'enquête distanciée. J'étais à l'intersection de ça. Ce lien de confiance avec une rédaction, je l'ai eu. Par exemple, je l'avais à VSD, même si mon statut était celui d'un collaborateur extérieur régulièrement fragilisé, également du point de vue de la loi. C'est-à-dire que les groupes de presse se permettent avec les pigistes aujourd'hui un traitement qui ne se permettait pas il y a 30 ans. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, jusqu'aux années 80, on a professionnalisé le métier de journaliste, et depuis les années 90, depuis l'apparition de ces gros groupes, mais c'est pas la seule raison, je suis d'accord, on déprofessionnalise, c'est-à-dire que on fait reposer, si vous voulez, le paradoxe fondamental, c'est qu'on fait reposer de plus en plus lourdement sur les épaules de pigistes de plus en plus fragiles le poids d'une information de plus en plus difficile à débusquer et à analyser. Donc on est devant un paradoxe ontologique de la profession. Parce que concurrence des réseaux sociaux, parce que accélération aussi de l'information, parce que instantanéité, c'est en cela aussi où cette information est de plus en plus difficile à garantir. Tout à fait. Tout à fait. Je vous en prie, pardon. Je cite dans le livre, j'ai un chapitre dédié à la mort d'Oksana Shashko, à son suicide cet été, et je montre à partir d'études scientifiques d'économistes, notamment de Julia Cagé, comment l'événement de la mort d'Oksana Shashko s'est répandu dans le cours de la journée sur tous les réseaux. Et si vous voulez, à partir du moment où on a la première dépêche AFP, on a, dans les 4 minutes, on a 25% de reprise, et puis on arrive à la fin de la journée avec 300 sites qui donnent la même information, sauf que cette information n'a pas été vérifiée et qu'elle est largement fausse. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation où l'urgence prime largement sur la vérification de l'information, et c'est également l'une des raisons de la défiance. Je voudrais bien qu'on revienne avec vous, Olivier Pilmis, et vous, Olivier Goujon, avant de vous redonner la parole, Thomas Pitrel, aux dernières informations, données qui nous parviennent de la commission de la carte d'identité des journalistes, qui recueille à travers cette carte qu'elle délivre aux journalistes professionnels beaucoup d'informations sur vous, sur nous. En 2018, moins de journalistes, une profession qui se féminise et qui se précarise. Voilà, dans les grandes lignes, le constat, la photographie de cette année 2018 dans la presse. Est-ce que ça confirme vos études, Olivier Pilmis, et est-ce qu'on pourrait un tout petit peu affiner sur la proportion de pigistes et le salaire médian aujourd'hui ? Alors, si on regarde effectivement les données de la commission de la carte de presse, on constate que, en fait, le nombre de pigistes et la proportion de pigistes demeurent relativement stables, mais effectivement, il y a un volet donc de CDD que j'évoquais tout à l'heure, qui, quant à lui, accroît, sachant que ça, si on regarde le stock de cartes de presse délivrées une certaine année. Après, il y a également une pensée possible en termes de flux qui concerne les premières demandes, pour le dire rapidement, les nouveaux entrants, qui, quant à eux, sont désormais, pendant assez longtemps, jusqu'au début des années 2010, si je ne me trompe pas, les nouveaux entrants étaient plutôt embauchés en CDI. Depuis 2010, ils sont plutôt pas embauchés en CDI. Et si je regardais justement hier les données les plus récentes, et en gros, depuis l'année 2016, les nouveaux entrants dans la profession sont d'abord des pigistes, ensuite des CDD, et enfin seulement des CDI en proportion. Quant aux revenus, si on prend les revenus des journalistes, de manière générale, les revenus des CDI ou les revenus des pigistes, ils demeurent, selon les termes de la commission de la carte, relativement stable depuis un certain nombre d'années, sachant tout de même qu'on a affaire à une population qui vieillit. Ce qui veut dire que du coup, il n'y a pas de, entre guillemets, prime à l'ancienneté ou d'accroissement des salaires
au fur et à mesure que la population vieillit, ce qui peut vouloir dire ou bien que les salaires de chaque journaliste, pour le dire un peu rapidement, demeurent le même d'une année sur l'autre, ou bien que quand un vieux journaliste, plutôt mieux payé, part, il est remplacé par quelqu'un qui gagne relativement moins que ne gagnaient les anciens entrants précédents. Ce qui, à ce moment-là, demeure une dégradation, entre guillemets, d'ordre, si j'ose dire, dynamique. Ceci étant, il y a quand même deux, trois... les données de la commission de la carte de presse sont extrêmement intéressantes, elles sont très précieuses, évidemment. Elles posent néanmoins un petit problème qui est qu'elles ne portent que sur les journalistes qui ont la carte. C'est-à-dire, d'abord ceux qui l'ont demandé et ensuite ceux qui l'ont obtenue. Et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont pas aussi, ouais. ne participent pas de ces calculs-là, ce qui est particulièrement épineux quand on a une population du type pigiste, qui justement étant pour une très grande majorité d'entre eux, pour le dire comme ça, sont plutôt des populations précaires, sont des populations qui peuvent ne pas remplir cette condition centrale d'attribution de la carte de presse, à savoir que la majorité de leurs revenus doivent être issus de la presse. Pour le dire par exemple assez rapidement, certains font un peu de la com à côté, certains font un peu de l'enseignement, certains font tel ou tel métier plus ou moins alimentaire, qui en fait peut représenter rapidement la majorité de leurs revenus. À ce moment-là, ils n'ont plus accès très concrètement à la carte de presse. Donc on peut se retrouver dans une certaine mesure avec des données issues de la commission de la carte de presse qui sont biaisées, si j'ose dire, en défaveur de certains pigistes. Voilà, en tout cas, qui ne nous renseignent pas sur cette fameuse zone grise aussi qui existe aujourd'hui et dont vous parlez peu. Olivier Goujon, vous vouliez ajouter quelque chose? Après, je donne la parole à Thomas Pitrel. Très vite, à propos des données de la commission de la carte, pour dire que si on appliquait aujourd'hui les critères de sélection, d'accession à la carte de presse qu'on avait au début des années 2000, on aurait beaucoup moins de journalistes. On nous dit que le nombre de journalistes ne diminue pas. La réalité, c'est qu'on donne aujourd'hui des cartes de presse à 600, 700 et même parfois 500 euros par mois, alors qu'il y a 20 ans, on demandait un SMIC. Donc, voilà. Et encore une fois, Olivier a raison. Je veux dire, la carte de presse répertorie 6000 pigistes. Voilà, la réalité est tout autre. On est beaucoup plus autour de 20 000. Mais qu'il y ait un assouplissement des critères pour obtenir la carte de presse, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une garantie, c'est quand même une protection. Ça a deux effets. C'est une bonne chose parce que ça continue de protéger des gens qui sont en situation difficile par rapport à leurs employeurs. Ça a l'autre effet de masquer la statistique. Thomas Pitrel, journaliste à Sopresse. Je voudrais rappeler que le groupe pour lequel vous travaillez et qui englobe notamment les magazines Society, SoFilm, SoFoot est un groupe de presse indépendant fondé et dirigé aujourd'hui par Franck Annès. Si vous avez des questions pour nos invités, je vous donne tout de suite la parole, mais j'aimerais savoir vous, comment vous percevez cela dans le groupe dans lequel vous évoluez, parce qu'il y a cette idée des mini-rédactions, des pools de journalistes pigistes, c'est une formule que le groupe Sopresse a quand même institutionnalisé. Comment, dans cet environnement dégradé, tel que raconté, évoqué, Sopresse a fait aussi de cette précarité ou flexibilité son modèle? Alors, c'est toujours un peu étrange pour moi quand j'entends parler de comment ça se passe dans les grands groupes, parce qu'il y a une espèce d'idée qui doit se ressentir aussi à l'extérieur quand les gens regardent le groupe Sopresse, qui est une espèce d'idée d'îlot où ça se passe pas vraiment pareil qu'ailleurs. Alors je dis pas que ça se passe forcément mieux tout le temps, mais en tout cas ça se passe un peu différemment. Je pense que c'est intéressant de prendre un peu la genèse du groupe, parce qu'effectivement c'est un groupe indépendant qui s'est créé avec 450 euros de capital à la base, créé par 3 personnes. C'est toujours les mêmes actionnaires majoritaires. Il y a des petits actionnaires minoritaires qui sont rentrés, mais il n'y a pas eu de rachat du groupe. Et ça a commencé en fait avec des gens qui ne se payaient pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont créé le magazine ne se payaient pas pendant, je pense, 1 an ou 2. Et petit à petit, le montant des piges a augmenté. Puis, il y a eu des embauches qui sont uniquement en CDI, d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, parce qu'il n'y a pas de CDD à Sopresse. On est soit pigiste, soit CDI. Et du coup, c'est quelque chose d'assez étrange, parce que nous, on a l'impression que ça va mieux, en fait, d'une certaine manière. Quand on est là depuis 10 ans, on a l'impression que ça va de mieux en mieux. Parce que le groupe grandit, parce que le groupe peut commencer à salarier. Mais alors que dans les faits, c'est pas extraordinaire non plus. Mais pour nous, en tout cas, c'est de mieux en mieux. Alors que dans les grands groupes de presse, je pense que tout le monde a l'impression que ça va de moins en moins bien.
alors que je pense que c'est en fait des situations qui se rejoignent petit à petit. Mais du coup, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fait qui est que les journalistes se précarisent. Mais est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi? Est-ce que c'est parce que la situation économique des journaux se dégrade, ou est-ce que c'est parce que voilà, il y a eu un changement de règles et que les journalistes n'ont pas su réagir alors qu'ils auraient dû? Olivier Goujon. Alors, la crise industrielle a bon dos, c'est-à-dire qu'on s'abrite toujours derrière la crise industrielle pour nous dire, vous voyez, on ne peut pas vous payer plus, en gros, parce qu'on ne peut pas vous embaucher, parce qu'on vend de moins en moins. Paradoxalement, si on veut pousser le paradoxe, vraiment, en réalité, la presse n'a jamais appartenu, puisqu'elle appartient à 9 ou 10 milliardaires, n'a jamais appartenu à des gens aussi riches. Donc en théorie, on pourrait penser que de l'argent, il y en a. La crise industrielle, vraiment, elle abandonne. Je pense que l'avenir, effectivement, vous avez raison de le dire, l'avenir est plutôt à des petites structures et à des petits groupes et même à des toutes petites structures, à des collectifs de journalistes, à des choses comme ça. Je voudrais plus généralement, si vous voulez, je pense que la raison profonde, c'est qu'on applique au journalisme, à la presse, une politique générale néolibérale, si vous voulez, qui, quand elle rencontre la presse, se heurte à un enjeu démocratique fort. Mais ce n'est jamais que le même processus qui est à l'œuvre dans d'autres secteurs de l'économie. Et oui, quant à moi, je voudrais simplement ajouter un élément qui je suis entièrement d'accord avec mon voisin Olivier Goujon, donc, pour signaler que oui, la crise économique des entreprises de presse éventuellement a précipité le phénomène, l'a accéléré peut-être, mais elle ne l'a pas créé. Enfin, en l'occurrence, et qu'il y a peut-être un autre élément qui traîne, qui tient en fait finalement à quelque chose qui est presque de l'ordre du droit du travail, je ne sais pas exactement comment dire, mais qui tient en fait à cette espèce de flou salarial autour de la notion de pigiste. C'est-à-dire, en fait, quand je faisais mon enquête, l'un des éléments qui m'avait frappé, qui était qu'en fait, en regardant assez rapidement un code du travail, etc., en fait, j'étais plus au courant de leurs droits que la plupart en fait des pigistes que j'ai rencontrés par la suite, et en particulier avec 2-3 éléments qui étaient quand même tout à fait remarquables, qui est par exemple qu'un salarié pigiste est formellement un salarié en CDI, ce qui paraît quand même effectivement surprenant. C'est surprenant y compris pour les pigistes, mais aussi pour leurs employeurs, et en fait tout ceci naviguant dans une espèce de marigot de méconnaissance de leurs droits qui à mon sens favorise grandement les situations de précarité et les situations d'abus. Olivier Goujon. Je pense que cet argument a ses limites parce que, je veux dire, on est face à des rédactions qui, de toute façon, imposent de plus en plus leur choix aux pigistes. C'est-à-dire que, clairement, moi, je l'ai vécu, mais je suis pas le seul. Je veux dire, quand on est convoqué dans des DRH de grands groupes où on nous dit, bon, à partir de maintenant, vous serez payé sur facture, et puis le choix, c'est entre ça et la porte, bon, on peut travailler que comme ça. Et puis, il y a eu à ce niveau-là également, je veux dire, les corps intermédiaires n'ont pas vraiment pris conscience du problème ou n'ont pas voulu le voir, la commission de la carte, mais peut-être aussi les syndicats. Enfin, je veux dire, je porte dans mon livre beaucoup de propositions du SNJ et puis qui sont... mais, je veux dire, on aurait peut-être pu se préoccuper de ces problèmes-là, de sortie du salariat avant. Je veux dire, on a commencé par les photojournalistes. On a dit aux photojournalistes, bon, écoutez, maintenant, voilà, pour vous, ça va être de la facture ou de la prestation de fourniture, quoi. Et vous sortez du salariat. Le photojournaliste tout seul ne peut rien faire face à un groupe de presse, c'est clair. Donc, il aurait fallu s'organiser. Alors, vous pensez aux solutions, mais le président Emmanuel Macron aussi réfléchit tout haut à l'état de la presse aujourd'hui et à comment améliorer aussi l'État. La question du financement de l'information comme un bien public. Lors d'un entretien en fin de semaine dernière avec quelques confrères, le président a évoqué son idée d'instaurer une instance professionnelle de régulation du journalisme. Emmanuel Macron s'inquiète du statut de la vérité dans le débat public. Mais pour y remédier, il dit qu'il est urgent de rétablir un tiers de confiance.
Le président se plaint que la parole d'un gilet jaune, Jojo le gilet jaune, dit-il, vaille autant que celle d'un ministre. Les droits d'informer et d'expression sont des droits fondamentaux et l'exaspération des politiques, aussi justifiée soit-elle parfois, n'est pas une raison pour prévoir une instance de régulation contraignante. Mais du point de vue de la vérité et du mensonge, nous sommes déjà régulés par la justice, contrairement aux réseaux sociaux. Nous n'avons pas le droit de dire de contre-vérité factuelle. Nous serions condamnés pour cela. Les fausses nouvelles ne sont pas le fait de la presse ou alors par faute, mais des réseaux sociaux. En s'exprimant comme il l'a fait, le président confond politique éditoriale, vérité et mensonge. Son entourage veut nous rassurer en expliquant qu'il réfléchissait tout haut. Alors nous apportons notre modeste contribution à sa cogitation. Ne pas confondre politique éditoriale, critiquable, mais ni condamnable, ni régulable par un tiers, et mensonge, condamnable tout court. Voilà, extrait de la chronique de l'édito politique de notre confrère de France Inter, Thomas Legrand, en début de semaine, pour ouvrir cette discussion. Olivier Goujon, est-ce qu'il faut revoir les règles? Journalistes et médias traditionnels qui n'ont plus le monopole de l'information aujourd'hui, l'essor des réseaux sociaux, l'accélération à laquelle nous assistons et que nous évoquions, est-ce qu'il faut revoir les règles? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire revoir les règles. Je sais, en tout cas, je partage l'idée avec Olivier que, effectivement, si on commence par appliquer la loi, ce serait déjà beaucoup. Je rappelle en 2 mots quand même que quand Emmanuel Macron parle il parle de maîtrise de l'information. Enfin, je veux dire, quand il parle de vérité, il faut se souvenir que Sibeth Ndiaye, qui était la directrice de la communication de l'Élysée, je le rappelle dans le livre, assumait, elle, de mentir quand ça pouvait servir son candidat. Donc, on est quand même loin d'une entreprise de vérité. Et puis, quand on parle de vérification de l'information, attention à ça. La vérification de l'information, c'est un objet ontologique. Enfin, je veux dire, ça appartient au corps du journalisme. Donc, il ne faut pas que ça devienne un statut à part ou une espèce de mode ou de rubrique. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des vérificateurs en information partout. Après coup, non, il faut vérifier avant et sans le dire et sans créer de rubrique spécifique, parce que ça crée une crise de confiance également, parce qu'on se dit, si tout le monde se met à créer des rubriques de vérification partout... C'est que tout le monde dit tout le monde dit faux. Mais exactement, exactement. Il nous reste 3 minutes juste avec vous, Olivier Goujon, Olivier Pilmis aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors, pour sortir la presse de cette crise, c'est peut-être un peu vaste comme sujet, mais en tout cas pour reconsolider certains fondamentaux et réassurer aussi le statut des journalistes pigistes, puisque ce sont les plus précaires ou les plus fragiles aujourd'hui, ou en tout cas qu'ils se perçoivent aussi comme tels. Alors effectivement, votre question est vaste et le temps est court, donc je vais simplement revenir sur 2 points. Effectivement, je pense en effet que l'amélioration de la situation économique de l'entreprise de presse serait une bonne chose. Comment ça, évidemment, c'est un autre élément. Effectivement, peut-être faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, que la presse soit attrayante au point que les gens se remettent à lire, déjà pour commencer, à lire ou à regarder ou écouter, je ne sais pas. Effectivement, appliquer la loi serait pas forcément une mauvaise chose dans certains cas, parce que les abus sont quand même assez flagrants dans le cas des pigistes. Et simplement, pour revenir très rapidement sur cette idée macronienne de l'instance professionnelle de régulation, je relève simplement un point, c'est que en fait, c'est quand même une vieille idée qui traîne depuis au moins la charte des journalistes à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été redite dans mon souvenir de la charte des journalistes de Munich dans les années 70, autour de l'idée de commission de déontologie. Mais entendez bien, commission de déontologie, à ce moment-là, c'est laissé aux journalistes. Là, c'est pratiquement l'inverse d'une commission de déontologie. Un conseil de déontologie, c'est souhaitable, ça existe dans 40 pays, c'est plutôt souhaitable en France, mais là, son discours va pratiquement à l'encontre. Olivier Goujon, vos pistes de réflexion pour terminer. Alors, très vite, mais vraiment en 2 mots, j'ai des chapitres là-dessus dans le livre. En finir avec l'urgence, la création d'un conseil de déontologie, favoriser le journalisme participatif. Ça ne veut pas dire se dessaisir de notre pratique éditoriale ou journalistique, mais ça veut dire comprendre, se reconnecter à la société. En finir également avec la reproduction sociale à l'œuvre dans le journalisme. Ça, c'est sclérosant. En finir avec les entreprises de communication, reprendre possession de l'information, essayer de s'éloigner de tout ce qui nous a de l'infodivertissement. Comprenez que dans infodivertissement, par exemple, le mot important, c'est pas info, c'est divertissement. Il en faut aussi, voilà. Évidemment. Mais c'est de retrouver la frontière entre les deux, en tout cas. Exactement, tout à fait. Toutes ces pistes qui sont détaillées effectivement dans votre ouvrage, C'est con de journaliste, Olivier Goujon. Merci beaucoup à vous. Votre livre vient de paraître chez Max Milo. Merci à vous, Olivier Pilmis, L'intermittence au travail.
Votre précédente ouvrage, donc votre enquête sur cette question-là, a paru chez Economica. Merci à vous, Thomas Pitrel, à la une de Society cette semaine. On a un grand entretien avec Marina Foïs. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.